Skull and Bones, le crâne et les os, est une société secrète de l'une des universités les plus prestigieuses des États-Unis, Yale. Elle se trouve à New Haven, dans le Connecticut. Pour rappel, une société secrète, c'est une société qui demande à ses membres de cacher tout simplement toutes ses activités, de ne rien divulguer puisqu'en général, elle a un but soit politique, soit conspirationniste, voire criminel, ou toutes ces réponses. D'ailleurs, les membres sont incités à ne pas dire qu'ils appartiennent au groupe en question. Chez Skull and Bones, personne ne peut décider d'y entrer. Tu dois avoir été élu par les anciens. Tu dois avoir de grandes qualités intellectuelles et athlétiques. Puis c'est encore mieux si tu as de l'argent, si tu es blanc, si tu es protestant, si tu es en gros ce qu'ils appellent le WASP, l'élite blanche américaine protestante. Et la raison pour laquelle le monde était attiré par cette société, c'était surtout les liens, les relations solides sur le long terme qu'ils étaient capables de créer avec les autres membres parce qu'ils ont une certaine entraide, une relation qu'ils gardent toujours et bien après l'université. Et ça peut avoir une répercussion importante sur les avantages financiers dont certains peuvent bénéficier ou encore sur des décisions politiques. Vous allez voir après pourquoi. Skull and Bones, qui est aussi appelé Brotherhood of Death, a été fondé en 1832, donc plus d'un siècle après l'ouverture de l'université Yale, qui elle a ouvert ses portes en 1701. Et il y a plein de personnalités du monde de la politique ou de la culture populaire qui ont étudié à Yale, comme ce cher George Bush, comme Hillary ou Bill Clinton, pour ne citer qu'eux. Et George Bush a avoué avoir fait partie de Skull and Bones pendant sa dernière année d'études en 1968. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se passe des choses assez suspectes au sein de ce groupe et beaucoup des membres de Skull and Bones ont atteint par la suite de grandes carrières aux États-Unis. Voyons voir comment tout a commencé. Donc elle a été fondée par William Huntington Russell, qui était à l'époque un étudiant américain. William venait d'une famille immensément riche puisqu'il possédait une compagnie de trafic d'opium, entre autres, Russell and Company, fondée en 1824 en Chine, et c'était à l'époque la plus grande maison américaine de commerce en Chine. Et en 1832, il revenait tout juste d'Allemagne où il avait étudié durant la dernière année. Et pendant cette année d'études, il a été initié à une société secrète allemande, probablement celle des Illuminati, mais ça c'est une suggestion. Et il était devenu ami avec le dirigeant. Et ce dirigeant lui aurait confié le soin d'ouvrir une succursale, donc ce qu'ils appellent un chapitre, en Amérique. Donc, à son retour d'Allemagne, il fonde Skull and Bones avec 14 élèves de terminale les plus prometteurs de la promotion en cours. Et parmi eux, Alfonso Taft, qui deviendra par la suite diplomate américain, secrétaire à la guerre des États-Unis, puis procureur général en 1876. Et il était également le père de William Howard Taft, qui était le président des États-Unis de 1909 à 1913. Quand je vous disais que Yale était à l'origine de grandes carrières, sur leur emblème, on peut voir un crâne et des os, comme le nom l'indique, mais aussi le numéro 322, les deux premiers chiffres parce que ça a été fondé en 1832 et le chiffre 2 parce que Skull and Bones serait le deuxième chapitre, donc après le chapitre de la société secrète allemande. D'autres sources disent aussi que ce nombre renverrait à la date de décès de Démosthène, qui était un homme politique grec et qui est mort en 322 avant Jésus-Christ. Et depuis 1823, chaque année à Yale, il y a 15 personnes de dernière année d'études qui sont initiées, autant dire bisutées, pour qu'elles puissent être intégrées au groupe l'année suivante. Et il n'y a eu que des hommes parmi les membres jusqu'en 1992, où ils ont commencé à être un petit peu plus ouverts par rapport à leurs critères d'embauche. Et ils prennent la même photo chaque année avec la nouvelle gang, tous autour d'une table couverte d'une nappe sur laquelle il est brodé leur emblème. Et t'as une horloge en arrière qui indique 8 heures. T'as un crâne et des os sur la table qui proviendrait apparemment de la dépouille de Geronimo. Il serait allé profaner sa tombe en 1918. C'est ce que pense l'arrière-petit-fils de Geronimo. Et ils se réunissent dans un endroit qu'ils appellent la tombe, situé sur le campus de l'université. Il abriterait des salles de réunion aménagées de façon macabre.
L'intérieur du caveau est tapissé de squelettes et de crânes. Ils ont une sorte d'obsession de la mort. D'ailleurs, on trouve inscrite dans ce lieu la formule latine « Memento mori », « Souviens-toi que tu es mortel ». Ils aiment à croire qu'ils sont à part, au-dessus du reste de l'humanité. Et il y a plusieurs personnes ou groupes qui sont entrés par effraction à la tombe et ils ont découvert des salles de réunion assez macabres. Et il y a des petits détails assez spéciaux comme le fait que le groupe soit en avance de 5 minutes par rapport à l'heure normale. Donc est-ce que c'est une information pertinente quand on ne sait pas pourquoi? À vous de juger. Ils auraient aussi conservé comme des reliques les couverts et les plats en argent de Hitler. Et on trouverait aussi dans la tombe des dizaines de crânes, d'ossements, de cercueils, de squelettes. À Yale, c'était autorisé de bisuter, d'humilier les élèves qui sont dans les classes inférieures à la tienne parce que ça leur apprenait à respecter la hiérarchie fondée uniquement sur l'âge. La plupart des traditions à Yale étaient conçues pour élever certains élèves au-dessus des autres. Et comme vous vous en doutez, il y a plein de choses qui nous sont cachées sur ce qu'il se passait et ce qu'il se passe à l'intérieur de la tombe, sinon ça serait pas une société secrète. Mais j'ai quand même pu trouver plein d'informations. On peut aussi imaginer que leurs rites ont pu changer, évoluer au fil des années. Selon la journaliste Alexandra Robbins, elle qui était une ancienne étudiante à l'université de Yale, pendant l'initiation des futurs nouveaux membres, il y a une cérémonie rituelle. Les juniors, donc les nouveaux, se battent dans la boue et sont frappés physiquement et on leur dit que cette étape de la cérémonie représente leur mort au monde qu'ils connaissent. Après ça, ils se mettent nus dans un cercueil et ils se masturbent. Et là, ils doivent révéler leurs fantasmes sexuels les plus intimes qui vont être répertoriés dans des livres noirs. Donc ça rappelle vraiment un rite satanique, le cercueil pis tout là. Fait que comme ils ont peur qu'un jour leurs secrets, leurs révélations soient publiées, divulguées, ils restent droits, ils se tiennent à carreau. Et ils restent fidèles tout au long de leur vie à Skull and Bones. Parce que le groupe peut faire pression et se servir de toutes ces révélations. Clairement, s'ils veulent nuire à l'un des membres, s'ils se rebellaient ou s'ils voudraient démissionner du groupe. Donc après ça, on leur donne une robe comme un symbole d'une nouvelle identité qui poursuit maintenant des buts plus élevés dans la vie et ils sont ensuite rebaptisés d'un nouveau nom. J'ai trouvé une vidéo assez glauque d'une initiation qui aurait été filmée secrètement par un journaliste qui s'appelle Ron Rosenbaum et il aurait filmé ça du haut d'un immeuble qui se trouve près de la tombe. Je suis un petit peu sceptique. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je sais pas comment il a fait pour ne pas se faire repérer en fait. Each initiate is led into a chamber where fellow members shout obscenities and abuse the new initiate. The initiates are told that they are superior beings and are part of a privileged elite who use war, terror, and famine to control Earth's human population. Les membres de Skull and Bones auraient aussi une prostituée à temps plein avec eux et chaque adhérent de la société est assuré d'obtenir une sécurité financière pour le restant de sa vie, sauf s'ils les trahissent bien entendu. Comme ça, personne pourrait avoir l'envie de vendre les secrets de la société pour de l'argent tout simplement, puisqu'ils ne vont jamais en manquer. Et ils reçoivent automatiquement des offres d'emploi de très grande place, banquiers, sénateurs, membres de la Cour suprême, travaillent à la CIA, dans les médias, etc. Et toujours selon Alexandra Robbins, Skull and Bones n'existe que pour une seule raison, placer ses membres dans une position éminente et qu'ils puissent s'aider ensuite les uns les autres. Et voilà un très bon exemple. Revenons à George Bush et à la campagne présidentielle de 2004. John Kerry était un candidat contre, ou plutôt en même temps que Bush. Kerry, lui, était un membre des Skull and Bones en 1966, donc on annonce que Bush est le grand gagnant et président des États-Unis. Kerry fait son discours après, et là il y a un étudiant qui lui demande
demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas exigé une annulation du vote quand tous les cas de fraude, donc tous favorables à Bush, ont été révélés et découverts. Il pouvait très bien le faire, mais les deux sont liés par un serment d'entraide mutuelle. Et l'étudiant lui demande ensuite s'il fait partie de Skull and Bones. Et hop, on lui coupe son micro. That's all right. Let me answer this question. J'ai envie de conclure, peu importe le gagnant, du moment que c'est l'un des membres, du moment que ça laisse aux gens l'illusion du choix. Et comme tout au début, les initiés jurent fidélité et soumission à l'ordre du Skull and Bones, ça annule tout autre serment important que ces personnes, ces membres vont faire par la suite, comme par exemple celui que sont obligés de faire les présidents. Ça n'a aucune importance pour eux puisque l'ordre des Skull and Bones est plus haut que celui de la présidence. Bon, de toute façon, les présidents ne sont que des marionnettes. Dans les années 80, un homme connu seulement sous le nom de Steve a eu des contrats pour écrire 2 livres concernant Skull and Bones en utilisant des documents et des photographies qu'il avait obtenus directement de la tombe. Je ne sais pas comment par exemple, mais certains membres ont eu connaissance de ça et alors ils sont allés cambrioler son appartement, sont allés voler ses documents, menacer, poursuivi l'auteur, toute le kit. Ils lui ont fait peur pour qu'il se cache, pour qu'il se la ferme et ça a marché puisque ces livres ne sont jamais sortis. Alors il y a d'autres livres qui ont vu le jour par exemple à propos des Skull and Bones comme celui de Alexandra Robbins. Donc c'est beaucoup grâce à son livre que j'ai pu avoir des informations sur les Skull and Bones puisqu'elle a fait partie de cette université. Ce qu'on doit en conclure, c'est que le système démocratique américain ne peut pas fonctionner dans ces conditions-là. Tu me diras dans les autres pays non plus, puisque les membres d'une même élite se retrouvent partout dans toutes les sphères importantes. Ils accaparent tous les principaux lieux de pouvoir aux États-Unis, ce qui n'était qu'un tout petit groupe universitaire il y a presque 200 ans est maintenant devenu très conséquent. Ils dominent maintenant la politique, la banque, la presse, l'économie, l'éducation et j'en passe. Selon le roulement, donc les nouveaux venus et ceux qui meurent, il serait environ 600 et sur ces 600 personnes, il y en aurait environ un quart qui aurait un rôle très important dans la société. Voilà, c'était une partie de ce que sont les Skull and Bones. Si vous en savez plus que moi, vous pourrez compléter ce que j'ai dit dans les commentaires et je voulais vous remercier pour vos abonnements et vos réactions. Ça m'aide vraiment beaucoup. Bye tout le monde.